Bonjour à tous et merci. Je suis vraiment ravie d'être ici pour vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, sachant que le cœur des études qu'on conduit dans le laboratoire s'intéresse au stress et que le regard sur la mindfulness est un moyen à la fois de comprendre mieux les mécanismes du stress et d'une bonne réponse au stress, et que c'est par ce biais-là qu'on s'intéresse aux mécanismes de la cognition. Alors, oui, je vous ai pas. Donc, les deux autres personnes qui sont citées sont les deux autres personnes de l'unité qui travaillent avec moi sur ce sujet de la mindfulness, sachant que le labo de recherche dans lequel je travaille est un labo militaire. Je suis moi-même militaire et travaille à la fois en recherche fondamentale et en recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on travaille sur le stress des animaux. On ne sait pas encore faire des souris mindful, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Et étudier la cognition de la souris mindful, c'est pas ce que je vais vous présenter, je vais plutôt vous cibler quand même des données chez l'homme, et une partie des données sont issues effectivement de cohortes militaires. Alors moi je suis avant tout médecin, et en fait mon employeur c'est le ministère de la Défense, et je sers au sein du service de santé des armées. Et la mission du service de santé, c'est de rendre les gens à la vie civile dans le même état que leur état d'engagement. Sachant qu'on a des jeunes militaires entre 18 et 22 ans qui s'engagent, qui sont en bonne santé, donc on n'a pas des gens malades, et on va les soumettre à des contraintes de stress aigu et chronique qui sont assez insupportables, et idéalement, on doit les rendre non malades à l'issue de leur temps de service. Donc on a un gros champ de recherche sur tout ce qui est détection des facteurs de risque, et derrière, ça veut dire essayer de mettre en place des outils ou des programmes de prévention et de traitement. Donc c'est tout un champ qui est extrêmement important pour l'armée. Notre regard, en fait, il essaie de combiner à la fois une approche de terrain, c'est-à-dire du terrain de fonctionnement de l'individu, j'en reparlerai un petit peu, pour être plus efficace dès lors qu'on traite des pathologies spécifiques de stress, que ce soit l'état de stress post-traumatique, des pathologies dépressives ou tout un ensemble d'autres pathologies en lien avec le stress. Notre objectif en s'intéressant au terrain, c'est de rendre le traitement spécifique plus efficace, mais c'est aussi en fait une manière de réfléchir à comment améliorer l'adaptation de nos personnels. Et la cognition rentre pleinement dans cette approche, puisqu'en fait la cognition pour nous, on la regarde à la fois comme un comportement opérationnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne bien et qui sait utiliser ses connaissances, il sera beaucoup plus efficace sur les théâtres d'opération et dans l'adaptation à des réactions, à des prises de décision en situation de stress, et on le regarde aussi comme un comportement de la santé. Donc c'est par ce biais-là, en fait, qu'on est arrivé à s'interroger sur la pertinence, ou en tout cas l'intérêt de développer la pleine conscience chez nos militaires, et de travailler donc sur cet objet qui fait partie de la psychologie positive, même si les liens peuvent paraître un peu éloignés de prime abord. Ce qui veut dire que nous, si on travaille sur l'adaptation de nos militaires, en fait, on n'a pas du tout de formation pédagogique et on n'est pas, nous, chargés de la formation des militaires, mais on est chargés de conseiller les formateurs et les instructeurs, on parlera plutôt, nous, d'instructeurs, avec trois champs qui sont des champs classiques, mais sachant que ces trois champs-là doivent tout le temps être pris en compte dans le contexte d'exercice du métier, qui est un contexte de stress important, permanent et alternant des stress aigus sur un fond de stress chronique. Donc le contexte de stress est vraiment omniprésent dans la manière dont la pédagogie est pensée et mise en place par les instructeurs militaires. Ce qui nous intéresse donc, c'est que les savoir-faire qui ont été appris tiennent en situation de stress, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations basées sur les automatismes, parce que dès lors que votre cerveau est stressé, tout ce qui n'est pas acquis de façon automatique va sauter. Donc on est quand même limité en termes de pédagogie par rapport à ce qu'on peut mettre en place ou ce que vous pouvez mettre en place dans vos institutions. Et puis, ce qui nous intéresse également extrêmement, c'est les problématiques de savoir-être, avec derrière toute la gestion des conflits éthiques et des conflits moraux, pour lesquels on sait aussi que le stress, pour différentes raisons, en fait, en impactant des zones du cerveau qui contribuent à nous aider à décider de ce qui est bien ou mal pour nous, ou de ce qui est bien ou mal par rapport à des normes sociales, est une zone du cerveau qui est très sensible au stress et qui n'est plus capable de faire son travail. Donc quand on voit un certain nombre de déviances chez les militaires, je pense à Abu Ghraib pour les Américains, il faut bien sûr les juger, mais il faut aussi se poser la question de l'état fonctionnel de leur cerveau et notamment de ces zones du cerveau qui sont impliquées dans ces situations où il y a des choix moraux ou éthiques à faire.
Donc concrètement, je voudrais juste sur cette diapo, puis après je rentrerai dans le vif du sujet, un petit peu comment nous travaillons. Donc le savoir-faire sous contrainte, en fait, on essaie vraiment d'optimiser les apprentissages en situation d'émotions diverses et en apprenant la gestion des émotions. Je ne reparlerai pas beaucoup de la cohérence cardiaque, mais je vous montrerai une diapo. L'idée étant que chaque militaire, avec son binôme, en fait, construise un thermostat personnel qui lui permette de détecter dès lors qu'il n'est plus dans un état opérationnel. Le savoir-être sous contrainte, j'en ai parlé un petit peu, c'est effectivement toute la problématique de détecter les conflits et de savoir détecter également quand on a fait un choix qui nous pose problème, puisque le sentiment de malaise qui peut émerger à l'issue d'un choix problématique avec lequel on n'est pas en accord et qu'on aurait pu faire dans l'urgence est un choix qui génère des réponses de stress et qui auto-entretient un couple de fonctionnement pour l'organisme. Et dans ce cadre-là, en fait, la pleine conscience, parce qu'elle amène l'individu à avoir un thermostat plus important, est un outil qui rentre pleinement dans ces approches, avec l'idée toujours chez nous d'essayer de développer une approche basée sur des données scientifiques et de proposer aux militaires uniquement des outils qui ont été validés. Donc mon plan, ce sera le suivant. Donc je vais vous reparler du terrain parce que je pense que c'est un vieux concept qui est finalement pas si inintéressant que ça. Pour arriver sur le terrain mindful qui permettra, ou le terrain mindfulness. Alors je ne parle pas de pleine conscience parce que j'aime pas le terme pleine conscience. Donc j'utilise le néologisme de mindfulness. Et c'est vrai que quand je parle d'un fonctionnement, le fonctionnement de quelqu'un de mindfulness, je vais avoir tendance à faire un raccourci, à dire fonctionnement mindful ou individu mindful. Donc vous allez m'entendre faire des glissements sémantiques comme ça, il n'y a pas de mot français pour vraiment décrire ce qu'est la pleine conscience. Donc dans une troisième partie, je vous présenterai certaines données sur finalement les relations entre le fait de fonctionner en pleine conscience et les fonctions cognitives. Et puis je vous montrerai ce qu'on a développé dans les armées qui n'utilisent pas des outils de méditation stricto sensu, mais qui contribuent à développer la pleine conscience. Donc on va parler d'abord rapidement du terrain, parce que ce terrain, en fait, vous verrez que la partie suivante, en fait, la présentation suivante continuera sur le concept de résilience. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des individus résilients au sens anglo-saxon du terme. Quand on regarde toutes les qualités d'un individu résilient, c'est-à-dire quelqu'un qui n'évite pas les problèmes, qui est optimiste, qui a une régulation des émotions plutôt orientée vers des affects positifs, qui a une grande capacité de créer des liens et des interactions sociales, qui a une capacité d'attention qui est... Je vais faire comme ça parce que sinon, il faut que je me penche. Bon, voilà. Qui a une capacité d'attention qui est à la fois ouverte et focalisée. C'est pas trop fort ? Ah bon, alors moi ça résonne. Qui est à la fois décrit comme quelqu'un, en tout cas, étant capable de faire des choix en accord avec ses buts, et pour le plan de la réponse de stress, qui a une réponse de stress qui est totalement ajustée à ce que demande l'environnement, on dit que le psychisme du sujet résilient est un psychisme qui est extrêmement intéressant pour les militaires. Et ce psychisme-là, en fait, la mindfulness nous a paru et reflétait vraiment tous ces outils-là. Alors en fait, Feder, il reprend un ensemble de données de la littérature qui disent, dans certaines, la résilience est associée à l'optimisme, dans d'autres, la résilience est associée à plus d'attention. Et finalement, quand on regarde ce qu'il y a derrière le fonctionnement en pleine conscience, on se dit, mais c'est des choses qui se ressemblent beaucoup. Et c'est parce que ça se ressemble que finalement, l'approche par la mindfulness ou par la pleine conscience nous a paru plus ciblée et plus simple que de s'intéresser à la question de la résilience pour laquelle les définitions sont multiples et les outils d'évaluation peut-être un petit peu moins clairs, ou en tout cas de notre point de vue moins bien validés, en français en tout cas. Alors, ce qu'on sait aussi et qui est intéressant pour nous, c'est que les données de la littérature sur le sujet qui fonctionne en pleine conscience nous montrent que c'est quelqu'un qui est capable d'accepter, de contrôler ou de moins contrôler les choses, ce qui est important pour les militaires. Donc, il a une tolérance au conflit qui est assez intéressante. Et puis, derrière, il y a quand je parle de paisibilité corporelle, c'est-à-dire que le sujet mindful est particulièrement en lien avec les informations que son corps lui amène à chaque instant. Donc ce regard et ce terrain on va dire mindful, nous paraît être un terrain qui est pertinent dès lors qu'on s'intéresse à renforcer la pédagogie de nos militaires. Et quand on regarde toutes les caractéristiques qui sont associées à un fonctionnement mindful,
Finalement, ça nous apporte des outils pour réfléchir à comment améliorer les savoir-faire en situation de stress, et parce que l'individu mindful a une perception de l'environnement qui paraît plus ajustée, ou en tout cas moins anxiogène. Et également, ça nous paraît être quelque chose d'utile dès lors qu'on s'intéresse au savoir-être, puisque les qualités ou les caractéristiques qui sont associées au fonctionnement mindful semblent décrire une perception de soi et des autres qui est extrêmement intéressante. Alors si on vient plus directement sur ce qu'est le terrain mindful, on va commencer par une définition, et j'ai choisi celle de Kabat-Zinn. Il y en a d'autres, Kabat-Zinn qui est en tout cas le père des programmes utilisant la méditation mindfulness, qui décrit en fait le fonctionnement mindful comme un état d'esprit qui va être caractérisé par le vécu du moment présent, dans un état de non-jugement. Ça veut dire que vous êtes là à m'écouter. Si vous êtes mindful, vous êtes là à m'écouter. C'est pas forcément intéressant, mais vous êtes pleinement dans votre tâche d'écoute. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Mon Dieu, ce soir, il faut que je récupère ma fille à l'école » ou en train de vous dire « J'ai mal fermé le gaz ce matin ». Votre corps vous dit que les sièges sont durs, sont pas durs, mais vous êtes là et non pas dans le passé ou dans le présent. Et c'est ce fonctionnement-là qui semble être un fonctionnement extrêmement intéressant, pour lesquels en fait on observe des caractéristiques intéressantes pour l'adaptation à l'environnement et l'adaptation à la perception de soi et des autres. Donc juste pour vous relister les propriétés les plus fréquemment retrouvées en lien avec un fonctionnement mindful. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est aussi de se dire finalement, est-ce qu'on est naturellement mindful ou est-ce qu'on devient mindful? C'est pour ça que j'ai posé la question de trait versus état. Est-ce qu'à certains moments de la journée on est mindful et à d'autres on ne l'est pas? En fait, dans la littérature, il n'y a pas de consensus. On peut explorer le fait d'être mindful comme un trait de personnalité ou comme une ressource, donc là on sera dans le champ des ressources positives, mais on peut aussi explorer l'effet des programmes de méditation sur le fonctionnement mindful. Donc quand on parle de pleine conscience, en fait on mélange les deux, on fait un amalgame des deux choses, qui sont d'un côté la disposition mindful ou la personnalité mindful ou la ressource mindful, et de l'autre côté le changement induit par les programmes de méditation et donc le fait d'acquérir un fonctionnement mindful. Si vous venez au programme de méditation parce que vous êtes stressé, votre cerveau fonctionne probablement pas du tout comme si vous étiez de la même façon que un individu qui est naturellement mindful. Un individu qui est naturellement mindful, ça veut dire que tout au long de sa vie, ses étayages, ses attachements se sont construits de façon à lui donner cette façon d'être naturellement au monde, comme une personnalité, comme on va dire une disposition. Mais si vous êtes venu à des protocoles de méditation mindfulness parce que vous êtes stressé, c'est ni bien ni mal, c'est pas la question, c'est simplement que votre cerveau n'est pas superposable à celui de quelqu'un qui aurait eu un développement plus paisible. Et donc vous devenez mindful parce que vous vous entraînez à devenir mindful, mais votre cerveau sur lequel l'entraînement survient n'est probablement pas le même. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous regardez la littérature, vous verrez qu'on poule à la fois des données après les programmes et à la fois des données de personnalité mindful. Donc il y a un peu un mélange de genres et c'est toujours intéressant de se dire de quoi je parle. Nous, ce qui nous intéresse, puisque moi je suis dans un laboratoire où on fait beaucoup de neurobiologie, c'est qu'en fait quelqu'un qui est mindful, naturellement, il a tous les mécanismes de réponse de stress qui sont vraiment ajustés, c'est-à-dire que son système parasympathique, qui est celui qui va mettre le corps au repos et savoir récupérer plus vite, fonctionne bien mieux que quelqu'un qui est moins mindful. Les traces d'usure, c'est-à-dire quand vous êtes stressé, votre organisme travaille en n'éliminant pas les déchets, donc vous fabriquez des radicaux libres, et quand on vous dit qu'il faut boire du thé vert, manger du curcuma, etc., c'est pour détoxifier, on va dire, les cellules. Quelqu'un qui est mindful, naturellement, ou dans une même situation de stress, aura beaucoup moins de radicaux libres disponibles dans son organisme, donc il aura moins usé son organisme. Et puis on s'est rendu compte aussi que quelqu'un qui est mindful a une capacité à réparer son cerveau qui est bien meilleure que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc c'est certain que pour nous, en tant que militaires, le fait d'être mindful, de sélectionner des gens mindful ou de développer cette compétence est quelque chose qui est extrêmement important et opérationnel. Alors, le fait d'être mindful ou de devenir mindful se mesure par des questionnaires. Il y en a beaucoup en langue française qui sont validés. J'ai choisi de vous montrer juste les sous-facteurs de l'échelle qui s'appelle la 5 Facet Mindfulness Questionnaire, qui en fait a été construite en faisant un travail d'analyse de plusieurs questionnaires évaluant votre niveau de mindfulness. Donc dans ce questionnaire qui est validé en français, en fait, la mindfulness est étudiée selon 5 facteurs que je vous ai listés. Donc un facteur de capacité d'observation,
L'idée étant d'être capable d'observer à chaque instant ce qui se passe pour soi et autour. Le fait d'être non réactif dans le sens acceptation, de non-jugement, le non-jugement étant un des sous-facteurs de cette échelle. La conscience et le fait d'être en permanence en lien avec ce qu'on vit en termes d'affect, de pensée dans son esprit, sans les éviter. Et puis la notion de description qui s'apparente un peu au fait de ne pas être alexithymique et qui est la capacité à verbaliser chacune de ses émotions. D'un point de vue plus phénoménologique, en fait, quelqu'un qui est mindful, ou en tout cas le fait d'être dans un moment mindfulness est caractérisé par le fait d'être donc centré sur un objet, de détecter très vite dès lors que dès lors que son esprit sort de l'objet d'attention, donc le mind wandering, les pensées vagabondes, de revenir, comme on le détecte, on revient sur la tâche, et on va accepter d'être partie de la tâche avec bienveillance, donc c'est le laisser faire ou le laisser être, pour revenir sur l'objet. Donc l'entraînement mindful et les méditations conduisent à améliorer le fonctionnement de ce cercle et à détecter très tôt, dès lors qu'on n'est plus concentré dans la tâche ou dans la tâche du moment présent. La tâche du moment présent pouvant être d'écouter de la musique, d'être juste là à sentir le vent qui souffle délicatement, ou de faire une tâche cognitive. Et ce fonctionnement-là, en fait, fait appel à des processus attentionnels qui ont été extrêmement bien identifiés. Là, il y a beaucoup de données qui sont à la fois une association d'attention soutenue, de détection d'une distraction, de capacité de contrôle, de capacité de se désengager de là où l'esprit est allé vagabonder et d'être flexible pour revenir sur l'objet. Et puis, en termes d'imagerie, en fait, ces fonctions correspondent à des réseaux de fonctionnement du cerveau qui commencent à être extrêmement bien identifiés et pour lesquels on sait qu'ils correspondent à un mode de fonctionnement du cerveau plutôt très protecteur. Donc, vous voyez qu'en fait, le fait de fonctionner en mindfulness, c'est ce jeu de l'esprit, cet entraînement de l'esprit qui permet à ces gens-là, qui ont ce fonctionnement-là, de détecter à chaque fois qu'ils sont plus présents à eux-mêmes. Et toutes les tâches de méditation, ou en tout cas le cœur des entraînements, sert à être centré sur une tâche et détecter dès lors que son esprit vagabonde, puisque la nature même de l'esprit, c'est réellement de passer son temps à faire émerger des pensées, des souvenirs, des idées, des ruminations, etc. Nous, pour le stress, en fait, notre modèle par rapport à la mindfulness, c'est de considérer que quelqu'un qui est mindful va, dès lors que dans son environnement, il y a justement des pensées négatives, des ressentis négatifs, des souvenirs négatifs, en fait, il va le détecter parce que son corps a une modification de fonctionnement, donc c'est toute la conscience du corps que l'interoception apporte. À la fois, il est conscient de ce que son corps apporte, et en fait, le fait d'être en permanence en lien avec ses pensées et de détecter ce que ça procure dans le corps, permettrait probablement de s'exposer à chaque instant en conscience à chacun de cette vie, à chacun de ces vécus introspectifs, on va dire. Et les zones du cerveau qui est particulièrement impliquée, c'est le cortex préfrontal. Et dès lors qu'il est dans cette dynamique-là de fonctionnement, en fait, il n'active pas les réseaux du stress et notamment il n'active pas l'amygdale, qui est un des noyaux centraux de la réponse émotionnelle négative et de l'activation de toutes les boucles de stress. Donc c'est probablement par un chemin qui s'apparente à ça que le fait d'être mindful permet de réduire la réponse de stress et de récupérer plus vite parce qu'on a moins stressé face à des stresseurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de façon assez schématique sur le fonctionnement mindful. Et puis on va se centrer de façon plus précise sur le lien entre le fait de fonctionner de façon mindful ou d'être devenu mindful par un entraînement sur le fonctionnement cognitif. Alors j'ai volontairement choisi de ne pas suivre le schéma du traitement de l'information qu'on nous enseignait en cours de psycho, qui considère qu'en fait le traitement d'une information nécessite un certain nombre de briques qui travaillent en série et en parallèle et qui font que qui contrôlent en fait les processus par lesquels on va acquérir nos connaissances. Alors, je ne vais pas vous présenter des données avec ce regard-là, avec ce modèle-là, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de données, en fait, quand on regarde les choses de cette façon-là. Alors, on est en train de le faire sur une 60aine de sujets, et on a pris des sujets d'un laboratoire de recherche sur la cognition, ce qui veut dire qu'en fait, ils sont habitués à tous ces outils qui existent pour évaluer ces différentes briques des processus cognitifs, et on n'a aucun effet en fonction du niveau de mindfulness des sujets. Donc je m'inquiétais en me disant que mon protocole était peut-être pas bon, que j'avais mal donné les consignes, et j'ai vu un papier qui vient de sortir qui trouve les mêmes résultats.
Donc la manière qu'on a d'évaluer de façon la plus classique la cognition avec la tour de Londres, enfin pour le Stroop, pour les processus d'inhibition, etc., semble pas pertinent pour vraiment mettre en évidence des différences très nettes, et probablement parce que ces processus sont très segmentés et ne font pas appel à des méta-compétences qui peut-être sous-tendent la manière de fonctionner des mindful. Donc je vais prendre plutôt un plan qui va s'intéresser à comment le terrain mindfulness permet de fonctionner par rapport à la prise d'informations dans l'environnement, par rapport au fonctionnement par rapport à la perception de soi et par rapport à la perception des autres. Donc il y a une autre façon de regarder la cognition et qui ne rentre pas dans le cadre des modèles classiques. Alors pour commencer, en fait, l'idée, nous, c'était de regarder si nos militaires, en fonction de leur disposition mindful, haut ou bas, ils étaient finalement capables de mieux percevoir l'environnement pour ne pas tomber dans des réponses de stress qui pouvaient être délétères pour leur adaptation et leur survie. Donc c'était une étude qu'on a faite en 2008, pour laquelle, en fait, un sous-marin était plongé en pleine mer. Et puis les sous-mariniers devaient s'évacuer par le sas. Donc vous voyez, en fait, pour s'évacuer dans le sas, en fait, on est dans une salle qui est grande comme du mur au bureau, dans lequel il y a des ogives nucléaires. Et puis vous avez 80 bonhommes qui ont la combinaison orange que vous voyez. Et ils attendent tous avec une échelle, c'est le schéma de droite. Ils vont monter dans un sas, les uns après les autres. Donc il y en a un qui monte, l'échelle fait 3 mètres, le bas du sas se ferme. Dans sa combinaison, il a un bouton qui lui permet de remplir la combinaison d'air. Il est tout seul dans le noir. Quand c'est OK, sa combinaison est remplie d'air, en fait, il va taper sur la paroi, l'eau va remplir le sas, et puis quand l'équilibre des pressions est fait, le sas s'ouvre et il est expulsé vers l'extérieur. Alors si c'est à 30 mètres, il n'abîme pas ses poumons, si c'est à 100 mètres, il détruit ses poumons s'il ne respecte pas les processus cognitifs qu'on lui a appris et les processus et les savoir-faire qu'on lui a appris, qui sont notamment de chanter pour ouvrir la cage thoracique. Donc quand ça se réouvre, l'eau tombe au fond du sous-marin et le suivant doit s'évacuer. Donc vous imaginez la situation de stress si la situation réelle se produit. Là, c'est un exercice en simulation réelle. L'idée est qu'après, quand ils se sont tous évacués, ils se regroupent et là, ils ont un certain nombre de tâches à faire pour essayer de faire un espèce de canot de survie collectif. Donc nous, ce qu'on a évalué, c'est regarder si le fait d'être mindful permettait aux individus, que ce soit en amont ou en post-évacuation du sous-marin, de mieux fonctionner à la fois sur un plan physiologique, de l'humeur et sur un plan cognitif, sachant que la tâche cognitive qu'on avait choisie, c'était de la mémoire, mais dans une situation de stress. Alors ce qu'on observe, et je ne vais pas vous détailler tous les résultats, est-ce que la souris elle bouge? Non. Donc en fait ce qu'il faut regarder, ce que je vous ai entouré en rouge, c'est que plus on est mindful, c'est les courbes vertes, meilleur est le rappel des choses avant la procédure, et on observe toujours un bénéfice à être mindful sur la capacité à rappeler les choses correctement jusqu'à 4 heures après l'évacuation. Donc on n'avait pas une grosse cohorte de sujets, on avait 15 sujets qui ont été classés sur la médiane, tout simplement. Il n'y a pas de seuil pour dire que quelqu'un est mindful ou pas mindful. Et on voit que sur une tâche de stress réel, vous avez réellement une différence dans la manière dont vous allez vous préparer avant, puisque... Hop là. Merci Jean. Pas mindful, mais si tu appuies là, ça va. D'accord, merci beaucoup. Donc vous avez en fait, vous voyez que la nuit avant, ils ont moins bien dormi, les non-mindful, que les mindful. Mais ça, ça ne rentre pas dans le champ ça c'est le champ du stress et pas de la cognition. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un individu placé dans une situation de stress réel, s'il est mindful, manifestement, ce qu'il a appris, il est mieux capable de le rappeler qu'un individu qui n'est pas mindful. On a regardé aussi, non pas sur un stress aigu, mais sur un stress chronique, la capacité, si le fait d'être mindful était quelque chose de protecteur. Sachant qu'en fait c'était des militaires qui ont été projetés en Afghanistan sur un mandat de 6 mois qui était un mandat plutôt violent où il y a eu pas mal de morts et de blessés, et on a pu suivre en fait 400 militaires à la fois avant de partir, au retour, 6 mois après le retour et 18 mois après le retour, avec un certain nombre de variables qui étaient à la fois des variables de psychologie, psychométriques, des données biologiques de réponse au stress et puis des données de pathologie. Alors je ne vais pas vous montrer les résultats de l'étude parce que ce n'est pas l'objet précis, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a comparé en fait nos militaires classiques aux militaires du GIGN, donc qui sont des gendarmes de haut niveau considérés comme des forces spéciales et qui sont sélectionnés parce qu'ils sont capables de faire des actions extrêmement particulières. Et ce qu'on observe, c'est que par rapport à des militaires classiques, les gendarmes du GIGN ont un niveau de mindfulness extrêmement élevé.
On va dire que dans la population civile dans laquelle ont été validées les échelles, l'échelle la première à être validée en France, qui s'appelle la Freiburg Mindfulness Inventory, qui n'est pas celle que je vous ai montrée en 5 facettes. La moyenne dans la population est en gros à 37. L'échelle va de 14 à 70. Les militaires du GIGN sont tous au-dessus de 45. Donc on a quand même un gap qui est assez important. Alors ce qui est intéressant pour revenir à des choses peut-être qui sont plus parlantes, c'est que si on regarde la manière dont ils fonctionnent en termes de personnalité et de perception de stress juste avant de partir, on observe que nos militaires du GIGN, par rapport aux militaires standards, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est bien meilleure. Ils sont beaucoup moins anxieux en termes de personnalité, ils ne sont pas du tout alexithymiques, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de dire en ce moment-là j'ai peur, et ils vont faire avec, ok j'ai peur et maintenant je vais au combat. Et ils ont un locus interne qui est également extrêmement haut par rapport aux autres militaires. Juste avant de partir, ils avaient plutôt des facteurs protecteurs, une conscience à la fois de leur efficacité, mais également une anxiété moins élevée, etc. Donc vous voyez que chez ces militaires d'élite, on a un niveau de mindfulness associé à des tas de facteurs de protection, et sachant qu'en fait, quand ils sont revenus d'Afghanistan, ils avaient beaucoup moins de pathologies psychiques que les militaires classiques. Donc l'idée était juste de vous montrer que la perception de l'environnement d'un sujet mindful, que ce soit au décours d'une situation de stress ou au cours d'une situation de stress prolongée, est quelque chose qui est protecteur. Alors, en termes de ressources, en fait, on s'est posé la question de savoir si la mindfulness était associée à des ressources positives, et notamment à la ressource d'optimisme, qui est la thématique de travail de Charles Matin-Crum. Je vous ai remis la définition de l'optimisme, enfin, les questions ou les définitions qui se posent, enfin, qui sont globalement discutées pour la dimension optimiste ou la disposition optimiste. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir finalement est-ce qu'un sujet mindful est quelqu'un qui naturellement est plus optimiste. Sans rentrer dans la théorie de l'optimisme, et pour vous montrer sur 400 étudiants de psychologie, on a fait cette étude avec, à l'université de psychologie de Metz, on voit qu'il y a une différence assez importante en termes d'optimisme dispositionnel entre les hauts mindful et les bas mindful. Pour aller dans la même logique, parce que l'optimisme et l'espoir ont des liens en pédagogie, on s'est aussi questionné sur le fait de savoir si un individu mindful était naturellement plus haut en disposition d'espoir. Donc l'espoir, effectivement, c'est cette capacité cognitive qui favorise le fait d'atteindre ses buts et de mettre des moyens pour les atteindre. Et ce qu'on a observé, ça ne va pas vous surprendre, c'est qu'à la fois en termes de volonté et de mise en application des moyens, on a des différences significatives dans cette population-là d'étudiants en fonction du niveau de mindfulness des étudiants. Alors pour nous, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que dans la formation, on a vu que les gars du GIGN très mindful avaient un très haut locus interne. Les mindful sont en général apparaissent comme étant plus optimistes et en ayant un espoir plus grand. Et finalement, quand on regarde ces schémas de pédagogie pour lesquels en fait on réfléchit à la modalité de renforcement, on se dit que quelqu'un mindful, il y a probablement des renforcements plus faciles à faire et plus efficaces que chez quelqu'un qui n'est pas mindful, et probablement que ces données-là pourraient être appliquées en pédagogie, ou avec l'idée d'aider les enfants d'abord à améliorer leur présence à eux-mêmes pour après faire des renforcements adaptés. Donc je pense qu'il y a tout un champ que ces données soulèvent. Alors pour aller un petit peu plus loin dans la perception de l'environnement, il y a aussi des données récentes qui apparaissent, qui montrent en fait un individu mindful a une plus grande flexibilité cognitive et que c'est associé à une meilleure capacité de mémoire. Donc des données comme ça, il n'y en a pas tant que ça, mais quand c'est... Alors il y a peut-être un biais de publication positive, mais quand c'est publié, ça marche plutôt assez bien. Là où on a le plus de données, c'est vraiment sur la capacité, l'optimisation des ressources attentionnelles. On a à la fois une attention focalisée en même temps qu'une attention divisée qui est plus importante. Et si on regarde le fonctionnement du cerveau, il semble qu'on n'ait pas plus de capacité attentionnelle, mais c'est que le cerveau travaille plus à l'économie pour une même tâche attentionnelle. Donc c'est probablement que finalement il ne se fatigue pas à travailler parce qu'il il utilise des processus ou en tout cas une neurobiologie plus efficace.
Alors, vous aviez cité tout ce qui se met en place à La Réunion. Il y a en métropole 2 études en fait, mises en place, une à Bordeaux et une à Lyon. Et je crois que ça s'arrête là en école, dans l'évaluation de l'intérêt de mettre des programmes de méditation mindfulness chez les élèves pour améliorer leur capacité d'attention. Et elles ont débuté il y a 1 an ou 2 ans, elles ne sont pas très très anciennes et il n'y a pas de résultat encore, je crois. Alors il y a autre chose sur l'attention qui peut être aussi intéressant et qu'on pourrait envisager pour améliorer la capacité de concentration des gens ou d'être centrés sur leurs tâches. C'est en fait avec l'équipe de François Vialat, qui est un chercheur en intelligence artificielle, en fait, il a réussi à mettre en évidence une onde cérébrale qui caractérise le mind wandering. Dès lors que vous êtes en pensée vagabonde, en fait, il y a une onde cérébrale qui caractérise cet état. Et donc on pourrait envisager avec un neurobiofeedback, c'est-à-dire en fait un casque qui détecte cette onde, qui vous donne une information, d'aider les gens à revenir sur leurs tâches. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est Ergotech qui va développer en fait un casque de neurobiofeedback. Le contrat vient d'être signé pour essayer justement de travailler sur la détection de la perte de concentration et de la pensée vagabonde. Enfin, sur la perception de l'environnement, des données très récentes de l'équipe de la chaire de mindfulness qui montrent qu'un individu mindful, il avait une discrimination des visages bien meilleure, même si les images sont dégradées en termes fréquentiels, que ce soit avec des visages qui ont une valence émotionnelle positive ou négative, et que cette capacité de discrimination est associée plutôt au sous-score d'acceptation de la mindfulness. Ce n'est pas tellement la présence, c'est plutôt le fait d'être dans le non-jugement et dans l'acceptation. Donc c'est des données très récentes qui vont présenter au congrès à Rome dans 2 mois. Donc vous voyez qu'on est vraiment encore sur du défrichage en fait. Si on s'intéresse maintenant à la relation à soi et la mindfulness, juste pour revenir sur la motivation et avec l'approche de la motivation autodéterminée, parce que je pense que c'est une approche qui est effectivement pertinente en milieu scolaire, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la motivation autodéterminée, donc qui est la plus, on va dire, efficace et protectrice pour les apprentissages des savoirs, est associée à un plus haut niveau de mindfulness? Alors, il y a une seule étude que j'ai trouvée qui montre que le sujet mindful, en termes de disposition, pas après un programme, a une motivation beaucoup plus autodéterminée. Et puis, nous, on est en train de faire des études sur l'état de stress post-traumatique. Je regarde juste combien de temps il me faut et il me reste. Il me reste 5 minutes. Pour travailler sur la motivation autodéterminée, en fait, nos blessés psychiques, donc les patients avec des états de stress post-traumatique, on n'arrive pas à les remettre au travail et donc on a mis en place un stage de ressources basé sur de la réappropriation de ressources positives. Et ce qu'on observe en fait, donc là on a un recul à 6 mois, c'est que ceux qui vont profiter le plus de ce stage de ressources basé sur du sport, de la cohésion, du lien social, je ne sais pas si on voit bien, oui, c'est ceux qui au départ en fait ont à la fois un niveau de résilience plus grand, un niveau de mindfulness plus grand et qui ont le moins d'amotivation, donc la partie la plus extrinsèque de la motivation. Et dans le delta de ce qui est acquis, vous voyez qu'en fait, après, c'est ceux qui bénéficient le plus du stage, c'est ceux qui ils en bénéficient le plus, notamment sur la dimension mindful, mais aussi sur les autres dimensions que j'ai listées, et notamment, ils augmentent leur capacité de motivation intrinsèque. Donc, probablement, un entraînement sur la mindfulness doit améliorer la capacité à développer une motivation intrinsèque, même si je ne peux pas vous fournir des éléments de preuve parce que je n'en ai pas trouvé dans la littérature. Juste pour finir avec le fait d'être mindful et la manière dont on va être en relation avec soi et les autres. Alors ça, c'est une étude un petit peu rigolote, si on peut dire. En fait, dans le service de santé, on a un outil, un garrot, qui est un garrot qu'on utilise dès lors qu'il y a des bras déchiquetés ou des grosses amputations par fait de guerre. Et ce garrot fait mal à poser. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que quand vous le posez, vous allez faire mal à la personne qui a déjà très mal. Mais il faut former les gens à le poser correctement parce qu'il y a une technique un peu compliquée. Enfin, un peu compliquée, il y a un savoir-faire à acquérir, on va dire. Et en fait, on s'est posé la question de savoir si le fait d'être mindful était associé finalement à une dimension d'empathie cognitive un peu plus élevée qui permettait de faire la tâche, même si elle faisait mal, pour le bien d'autrui. C'est comme ça qu'on avait raisonné. Donc la capacité à poser le garrot était objectivée par un échodoppler qui montrait bien chez des sujets volontaires, donc à qui on faisait vraiment mal,
qu'on coupait la circulation sanguine. Et ce qu'on a observé, c'est que les plus efficaces, alors que tout le monde avait le même niveau de formation et avait validé toutes les compétences, c'était ceux qui étaient le plus mindful, avec probablement l'idée derrière qu'ils aient une empathie cognitive qui est plus efficace ou en tout cas plus ajustée. Enfin, la question, j'en ai parlé au début, c'est celle de la gestion des conflits et des savoir-faire, avec l'idée juste de savoir si le fait d'être mindful nous permet de mieux gérer ces situations de conflit. Alors les situations de conflit, il faut séparer à la fois les conflits, il faut séparer d'un côté les conflits moraux, c'est-à-dire je sais ce que je veux faire, mais je ne peux pas le faire, des conflits plutôt éthiques qui sont, il n'y a pas de bonne réponse. Je dois prendre une décision, mais je n'ai pas de bonne réponse. Sachant qu'en conflit éthique, par exemple, ça c'est ce qui est utilisé souvent pour les tests, vous devez choisir de faire circuler un voie qui va écraser 4 personnes vers potentiellement une voie de garage, enfin un deuxième chemin où il n'y a qu'une seule personne. Est-ce que c'est éthique d'en écraser une plutôt que 4? Ça fait partie des paradigmes qu'on peut utiliser. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que de se dire je suis personnel soignant, je n'ai pas le temps de nourrir mes patients parce qu'il n'y a pas assez de monde, en étant à côté d'eux, je leur mets une sonde gastrique. Ça, c'est un conflit, une valeur. Je ne suis pas en accord avec ce pourquoi je me suis engagée. Et ces deux conflits génèrent du stress dès lors que les individus ne répondent pas en accord avec ce qu'ils auraient souhaité répondre. Donc la question se pose, est-ce qu'un mindful est quelqu'un qui est plus à même de gérer et de trouver des solutions qui lui vont bien dans les situations de dilemme? Alors j'ai trouvé un papier, j'ai oublié de vous citer la référence, qui montre que finalement un individu mindful semble plus à même d'avoir un esprit critique sur des paradigmes moraux. Et puis il y a pas mal d'écrits aussi qui font le lien entre le fait d'être mindful et d'avoir une pédagogie éthique et d'avoir une implication en termes de prise en compte des autres dans la manière dont on va former des élèves ou dont on va former des étudiants. Donc vous voyez que toutes ces approches doivent être développées, mais semblent quand même très prometteuses. Et alors nous, dans les armées, juste pour faire simple, en fait, on ne fait pas faire de méditation parce que les individus ne sont pas du tout prêts à passer 45 minutes à faire des programmes de méditation. Et on a cet outil, alors je vais juste vous le montrer, qui est en fait une boîte à outils avec des techniques d'optimisation du potentiel. Et ces outils sont issus un peu de tout l'ensemble des interventions du champ de la psychologie, mais ils sont rangés entre se préparer à l'action, se renforcer à l'action et récupérer plus vite. Et ce sont les professeurs de sport, de militaires, qui apprennent ces outils. Et un certain nombre d'outils, en fait, contribuent à améliorer la présence à soi et le non-jugement. Et on s'est rendu compte dans une étude où on a contrôlé et randomisé les choses sur 200 pompiers de Paris, qu'on avait un effet sur la capacité de nos militaires à être mindful en utilisant cet outil d'optimisation des potentiels qui en soi n'utilise pas la méditation. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que cet outil cet effet des outils de gestion du stress pour améliorer la méditation était efficace sur la gestion du stress uniquement chez les gens qui pratiquaient. Donc ça veut dire concrètement que quel que soit l'outil que vous utilisez, y compris les techniques de méditation mindfulness, si vous ne pratiquez pas au quotidien, les effets ne perdurent pas. Ou en tout cas, il faut beaucoup de pratique pour que son cerveau soit modifié complètement et que ce soit stable et que vous ayez modifié votre façon d'appréhender les choses, la perception de l'environnement, la perception aux autres et la perception de vous-même. Alors juste pour finir, on a fait une étude, alors on a aussi travaillé en cohérence cardiaque montrant que ça améliorait la présence à soi et la capacité à être dans l'acceptation des émotions et des émotions des autres. Juste, on a fait une petite étude l'année dernière pour savoir si le fait de plonger était finalement une pratique qui pouvait être bénéfique pour améliorer la capacité à être présent à soi-même. Avec l'idée que dans la plongée, j'ai un ancrage sur ma respiration qui est ralentie et qui est posée. À la fois, j'ai une ouverture à découvrir l'environnement et puis j'ai des appuis sensorimoteurs, on va dire, puisque je me déplace dans l'eau avec mes bouteilles. Donc j'ai tout un ensemble d'informations avec des durées de pratique importantes qui potentiellement pouvaient améliorer le fait d'être présent à soi-même dans une attitude de bienveillance. Alors on a comparé la plongée à un autre sport aquatique et ce qu'on a observé, c'est qu'après une semaine de stage de plongée, les plongeurs par rapport à l'autre sport aquatique avaient un niveau de mindfulness bien plus haut et qui avait un effet rémanent sur un mois. Alors on n'avait pas assez de sujets pour faire des modèles parce qu'on avait aussi une amélioration de la qualité de vie et du sommeil et un mois après, tous ces effets étaient encore observés. Donc ça peut être un moyen ludique quand on n'a pas envie de méditer, de faire de la méditation, si on peut dire, en utilisant là pleinement son corps et les bénéfices de son corps.
Je vais m'arrêter là pour pas aller trop long, pour pas être trop longue, sachant que ma diapo d'après était un programme d'e-learning basé sur la méditation qu'on est en train de développer, mais pour lesquels je n'ai aucune donnée, donc qui je peux vous mettre juste en... Voilà. Hop. Voilà. Que j'en connais, et qui est en fait un outil d'e-learning modulaire qu'on veut essayer de développer pour que les personnes qui sont dans les théâtres d'opération extérieurs, que ces personnes-là puissent les utiliser pour entretenir les formations, et en ayant on va dire des modules qui peuvent être privilégiés, à la fois un module sur les valeurs si on sent comme en Centrafrique que les choses sont extrêmement conflictuelles en termes de valeurs, ou revenir sur le corps, ou revenir sur la gestion d'émotions, donc vraiment un outil multimodal pour lequel en fait nous n'avons fait que ce qui est en rouge pour l'instant. Alors vous voyez, pour les militaires, on travaille sur les valeurs avec l'idée de leur faire prendre conscience de ce qui est important pour eux pour qu'ils aillent bien, et non pas dans une idée de bien ou de mal. Hein. C'est qu'est-ce qui est important autour de moi, qui doit être respecté pour que je fonctionne bien, que je ne sois pas stressée. Et je vous remercie de votre attention, et j'ai un peu dépassé mon temps.